Sécur, épisode technique. Je suis accompagné de Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, ma foi, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un énorme plaisir. Cette fois-ci, on va continuer notre exploration de ce monde, de l'incident, des maliciels et ainsi de suite. Tu as proposé qu'on aborde un peu la réponse après-attaque de TVA 5 Monde, justement, qui est une analyse qui a été produite par l'ANSSI. Je vais te laisser leur donner une deuxième fois le crédit, et dans laquelle on va analyser, mais pas juste sur la base de faits factuels, mais un peu d'expliquer ce qui sous-tend en dessous de cette analyse-là, et justement pour qu'on puisse en tirer des expériences encore plus riches. Ben, tout à fait. Effectivement, on s'est déjà vu sur cette antenne. On avait abordé d'abord l'aspect malware. Qu'est-ce que c'est qu'un malware? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Et dans un deuxième temps, on avait un peu décortiqué une attaque avancée. On avait parlé de Stuxnet notamment, donc qui est vraiment j'ai envie de dire l'exemple de l'attaque avancée, une des plus avancées qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a probablement qu'on connaît pas d'ailleurs, mais celle-là avait la chance d'avoir été analysée et documentée. Et on va faire un petit peu pareil aujourd'hui, avec un exemple, alors qui remonte à quelques années maintenant, mais qui a le mérite d'être très complet aussi dans sa documentation. Donc c'est TV5 Monde, comme tu le disais, très complet dans sa documentation parce que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'agence nationale de cyber en France, en fait, a fait une présentation, une conférence qui s'appelle le STIC en France il y a quelques années. Et dans cette présentation, justement, ils ont présenté, alors à la fois la description de l'attaque en elle-même, donc expliquer le chemin de l'attaque, etc. Donc ça se rapproche un peu de ce dont on a discuté la dernière fois. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être un peu plus aussi l'après. Voilà, le moment où les pompiers arrivent, ils arrivent sur un système, il y a des choses à faire. Il y a des contraintes, évidemment, et on verra que dans le cas de TV5 Monde, il y a des contraintes très particulières. Et c'est vrai que l'ANSSI, justement, dans cette présentation, avait eu le mérite de documenter tout ça de manière très très précise. Et j'ai envie de dire, je pense qu'on peut vraiment les remercier pour cet effort de pédagogie, mais aussi remercier TV5 Monde parce que c'est pas évident. On se fait attaquer. On peut avoir un peu honte, on peut avoir envie de le cacher, etc. Là, c'est vrai que d'avoir fait ce travail conjoint avec l'ANSSI, d'accepter d'en parler, d'accepter de communiquer dessus, c'est quand même absolument pas anodin. Et c'est encore, quelques années après, c'est encore une vraie ressource pour nous dans la cyber d'avoir cette expérience-là un peu vécue de l'intérieur. Oui, c'est très important ce partage-là. Il est malheureusement pas suffisamment fait, justement pour qu'on ait un bénéfice global au terme de niveau de la cyber pour améliorer nos processus pour pas éviter d'avoir ces situations-là ou répondre efficacement quand ces situations-là nous arrivent. Tout à fait, et c'est ça qui était vraiment vraiment intéressant et ça a été fait dans cette volonté-là justement d'expliquer ce qu'ont vécu et on va aussi parler de ça un peu cet aspect-là. On est mine de rien alors j'ai envie de dire une entreprise, même si voilà le statut de TV5 Monde je le connais pas exactement, mais on est dans un établissement en tout cas où il y a des gens, il y a des journalistes en l'occurrence qui vivent quelque chose qui est pas forcément facile et je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Je pense qu'on aura une discussion là-dessus sur l'aspect psychologique de ces choses-là. Une fois qu'on est au milieu de ces personnes-là et qu'il faut aider finalement, comment est-ce que nous, métier de la cybersécurité, alors voilà, moi je suis pas forcément directement dans la réponse à incident comme ça au contact de ces personnes-là sur ce quotidien-là, mais je pense que c'est vraiment un enjeu global au niveau du métier de la cybersécurité de se dire comment est-ce qu'on aide dans ces cas-là finalement les équipes à la fois techniquement mais aussi parfois psychologiquement dans des phases qui peuvent être un petit peu traumatisantes quand même. Ouais, puis on fait souvent fi du fait qu'il y a des humains à l'intérieur des processus, donc on agit malheureusement avec une communication qui n'est pas toujours adéquate pendant la gestion de l'incident elle-même et justement qui n'aide pas les gens qui n'ont pas la compétence cyber. Puis ça, c'est 99% de la population, d'être capable de naviguer dans ce monde-là qui leur est abstrait et encore plus dans le cas d'un incident ne peuvent pas comprendre la totalité de ce qui en retourne vraiment et les conséquences de ce qui en retourne. Tout à fait. Et je te propose justement de passer un peu sur la décortication de ces phases de réponse à incident, parce que ça montre justement que en fait, l'analyste quand il arrive, il va pas du tout avoir l'approche de la personne qui pourtant connaît normalement son système. Et je pense qu'on va pouvoir commencer par ça.
En fait, ce qui s'est passé lorsque l'ANSSI a été appelé, hein, donc, alors pour rappel, donc l'attaque de TV5 Monde, il y avait un contexte géopolitique autour qui faisait soupçonner une action, on va dire, pseudo-étatique, hein, ou en tout cas terroriste. Et donc la chaîne TV5 Monde s'est fait attaquer, ce qui a provoqué une rupture de la diffusion du direct, ce qui a provoqué aussi prise de contrôle et d'effaçage de son site internet, de ses réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc. Tout ça de manière assez simultanée, hein, finalement. Donc là, forcément, branle-bas de combat, hein, on imagine bien branle-bas de combat dans les locaux de la chaîne. Appel à l'ANSSI, évidemment, qui est intervenu très très rapidement avec une équipe, hein, équipe très variée, hein, donc il détaille un petit peu, hein, les différents profils qui sont intervenus, avec pour premier objectif finalement, effectivement la première chose à faire, hein, dans ce cas-là, c'est pas on prend une console, on va se connecter, on va regarder ce qui se passe, hein, c'est déjà on comprend. Les analystes à ce moment-là sont arrivés avec l'objectif de comprendre quel est cet environnement. On parle d'une chaîne de télévision, on parle de télédiffusion, de direct, de choses comme ça. C'est vrai que nous, informaticiens, on a l'habitude aller Internet, hein, dans le meilleur des cas, des latences de quelques secondes, tout va bien, des débits assez faibles. Là, on a des systèmes vidéo de partout, avec des trucs à plusieurs centaines de gigabits qui tournent un peu dans tous les sens. Et d'un coup, tout s'est arrêté, évidemment. Des équipements assez exotiques. Un peu pareil, un peu partout sur le parc, et je pense que assez exotique, c'est peu de le dire. Alors il y a une forme de chance, c'est que c'était quand même des équipements qui ressemblent beaucoup à des équipements de cœur de réseau, ce qu'on va trouver dans les très gros réseaux mobiles, etc. Mais dédiés vidéo. Voilà. Les cartes vont être un peu différentes, etc. Mais des fois, il peut y avoir des bases un peu similaires. Bon, sachant que même pour quelqu'un, un investigateur en cybersécurité, intervenir sur un équipement de cœur de réseau, c'est déjà un métier particulier quand même, hein. C'est pas le petit firewall du coin. Là, c'est équipement de cœur de réseau avec en plus des cartes spécifiques. Et là, on va juste faire une parenthèse là-dessus parce que ça a été un des aspects aussi de cette investigation-là. Comme il y avait un soupçon d'action terroriste derrière, il y avait des aspects judiciaires. Donc, ce qui voulait dire aussi collecte de preuves judiciaires avec des scellés, etc. Et donc, ce qui voulait dire, typiquement, ces fameux systèmes-là, il fallait être capable de récupérer les micro-logiciels, récupérer les mémoires, etc., pour ensuite faire de l'investigation et avoir des preuves matérielles, hein, potentiellement de l'attaque qui avait lieu. Et autant quand on est sur un Windows ou un Linux, récupérer des preuves, ça peut être assez facile, on a l'habitude. Quand on est sur un gros système de cœur de réseau, qu'on découvre, c'est le site à un moment, qu'on découvre que sur les cartes embarquées, il y a un autre Linux qui tourne, au sein même de la carte. Donc on a un système d'exploitation qui a des cartes, donc comme on a l'habitude nous d'avoir une carte graphique, etc. Là il y a des cartes vidéo, et en fait en se connectant dessus, ça s'aperçoit que dans la carte vidéo il y a encore un Linux qui tourne, dont il faut potentiellement récupérer aussi la mémoire, le micro-logiciel, etc. Donc il y a vraiment un enjeu assez important sur, j'ai envie de dire, toute cette première phase. Et cette première phase, c'était vraiment ça, c'était découvrir avec les gens leur environnement. Donc leur poser des questions, qu'est-ce que c'est que cet environnement, où est-ce qu'on arrive, à quoi est-ce que ça peut ressembler d'un point de vue réseau. Donc les premiers schémas réseau, hein, qui ont été obtenus par les auditeurs étaient très simplistes, hein. Il y a un firewall, puis derrière il y a une DMZ, et derrière il y a un autre réseau. Voilà. Et puis au-dessus du firewall il y a Internet. Après il faut discuter un peu avec les différents intervenants, parce que dans toute entreprise, hein, je pense que n'importe qui travaille en cybersécurité, si on arrive dans une entreprise, que quelqu'un nous dit il y a Internet, un firewall, une DMZ et le reste de l'entreprise, on sera tous un petit peu sceptiques, à mon avis, hein. Malheureusement, c'est jamais exactement comme ça. Donc là, il y a eu effectivement une partie collecte d'informations, avec alors en plus l'intervention de nombreux prestataires, évidemment. Ça pareil, hein, aujourd'hui, une entreprise, notamment une entreprise de médias, c'est pas forcément son métier de gérer son système TI, et donc il va y avoir des prestataires qui interviennent pour gérer ça, et donc qui eux n'ont pas forcément déjà la même vue que l'entreprise en elle-même. Ce qui a permis aux auditeurs d'affiner petit à petit, de proche en proche, l'environnement, pour réussir in fine à avoir une sorte de cartographie qui est effectivement pas du tout celle d'un système très simple, hein. Ils ont découvert la présence d'un deuxième firewall et d'une deuxième connexion Internet, par exemple. Ils ont découvert qu'en fait, il y a plein de sous-réseaux, il y a plein de trucs qui sont un peu segmentés, mais pas trop, en fait, hein, qui peuvent quand même communiquer les uns avec les autres.
Ils ont commencé justement à découvrir cette partie métier. Qu'est-ce que c'est que cette partie métier? Ça veut dire qu'on a des serveurs de télédiffusion qui vont concentrer les flux vidéo, les envoyer vers les partenaires. Donc les partenaires sont les diffuseurs, les différentes chaînes, etc. qui vont, non pas les chaînes, puisque TV5 Monde est une chaîne, mais les diffuseurs satellites, diffuseurs câbles, etc., etc. Ce qui, soit dit en passant, signifie aussi que ces diffuseurs-là, en fait, ils ont une forme de pied à l'intérieur du réseau. Puisque forcément ils sont reliés par des liens très haut débit, normalement dans un seul sens, mais potentiellement est-ce que l'attaque est pas venue d'ici aussi, ça c'est des questions forcément à se poser. Donc toute cette première phase assez complexe, et c'est là aussi ce qu'expliquent les auditeurs, qu'ils ont dû découvrir le côté métier, où en fait on se retrouve, nous dans la cyber, on a l'habitude de discuter entre nous. Les télédiffuseurs, ils ont sans doute très l'habitude de discuter entre eux aussi. Et puis il y a un petit côté choc des cultures. Nous, on peut arriver avec nos belles recommandations. Je pense qu'on discutera de ça tout à l'heure. On a plein de belles idées pour faire de la belle cybersécurité. Quand on a quelqu'un qui nous dit, moi j'ai un flux vidéo à 100 gigabits seconde qui doit passer, on va pas faire du DPI dessus, de l'inspection de paquets. On va potentiellement même pas pouvoir faire de firewalling, etc., de filtrage, parce que sur des débits comme ça, c'est pas forcément acceptable. Et donc, j'ai envie de dire, tout est affaire de compromis. Et comment est-ce que, quand on arrive là, on est capable de rentrer dedans finalement, de comprendre ce métier-là et de se faire comprendre aussi. Voilà, avec toute l'urgence qu'il peut y avoir, derrière la phase de réponse. Oui, c'est ça. C'est un métier en soi là, d'être diffuseur comme ils sont. C'est bien justement que cette découverte-là, il va y avoir beaucoup de choses de TI cachées ou Shadow IT, généralement, là, qui va apparaître parce que ces diffuseurs-là ont des nécessités et la croissance de leur réseau va avec les nécessités de la diffusion et ça a évolué avec les technologies. Fait que c'est ce que tu mentionnes, c'est fou, mais je suis pas étonné en même temps. Et leur priorité, c'est pas la sécurité, c'est la diffusion en temps réel et avec peu ou pas de latence. Donc, c'est des concepts très différents. Et ce que je pense que les gens en cyber ne savent pas, c'est qu'il y a eu un virage IP énorme au niveau de la diffusion depuis les dernières années, dont des protocoles spécifiques qui fonctionnent maintenant en IP. Donc, où il y a des passerelles entre le passerelle diffuseur et la passerelle IP, on a un énorme champ de découverte de ce côté-là. Effectivement, et comme tu le mentionnes, leur priorité c'est la diffusion. Et ça a été une des vraies difficultés, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chaîne qui s'arrête d'émettre, alors ça, voilà, pour avoir un peu travaillé dans le spatial, c'est des choses qu'on aborde un peu dans ces milieux-là. De la même manière qu'il y a la NFR, donc l'Agence nationale de fréquences en France, par exemple, qui gère les allocations des fréquences, etc. Il y a des instances internationales qui gèrent aussi au niveau international sur les différents canaux, satellites, etc. Et une chaîne qui cesse d'émettre, potentiellement perd immédiatement certains créneaux et certains canaux. Et après, il peut y avoir des contraintes, par exemple, s'il n'y a pas d'émission pendant 4 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, elle perd d'autres créneaux. Et donc, en fait, il y a une criticité, je vais dire, énorme, mais même le terme énorme est même pas suffisant, parce que c'est leur raison de vivre à ces gens-là, de se dire dans combien de temps est-ce qu'on est capable d'émettre des émissions, d'émettre du cinéma, n'importe quoi, même si on met de la musique, mais au minimum il faut être capable d'émettre, et ça c'est une vraie contrainte. En plus, émettre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être connecté. Le réflexe, évidemment, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la phase de découverte de l'attaque, au bout d'un moment, les gens ont débranché Internet, ce qui est heureusement, j'ai envie de dire, et donc c'est là que les actions se sont arrêtées. Donc ça, dans leur malheur, leur chance a été qu'il n'y avait pas justement de connexion parallèle ou de bombes logiques supplémentaires au sein du réseau, etc. Quand ils ont coupé Internet, les actions se sont arrêtées, donc on était bien sur un attaquant qui agissait manuellement, finalement, sur les systèmes. Mais du coup, ils avaient effectivement cette contrainte de dire maintenant, quand est-ce qu'on est capable de réémettre? Heureusement, ils ont su assez vite mettre en place des premiers systèmes d'émission, mais qui étaient basés uniquement sur des sauvegardes, sur des systèmes qui contenaient déjà des émissions, ce qui permettait de les déconnecter aussi, parce que voilà, le but c'était de réémettre côté diffuseur,
à supposer que le réseau diffuseur soit sain, mais il fallait absolument pas relier la moindre chose sur le reste du réseau finalement, parce que comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir du shadow IT. Dans la cartographie réseau, ils ont découvert a posteriori qu'il y avait un deuxième lien internet, effectivement. Donc potentiellement l'attaquant aurait pu toujours être là. Et là, il y a rien de plus dramatique parce que tous les projecteurs étaient sur la chaîne, évidemment, au moment de l'incident, dans les heures et jours qui ont suivi aussi. Et donc avoir une deuxième attaque derrière, ça va être, c'est encore plus compliqué. Hein. C'est comme je dis souvent, hein, les Twin Towers, 11 septembre 2001, la première tour, il n'y a pas beaucoup d'images, la deuxième, il y en a beaucoup. Hein. Le deuxième avion qui s'est crashé dans la deuxième tour, il y en a beaucoup parce que tout le monde regardait dans cette direction-là. Là, c'est un petit peu pareil. S'il y a une deuxième action malveillante derrière, tout le monde regarde dans cette direction-là et ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Donc, ils ont su comme ça redémarrer assez rapidement. Donc là, c'est plutôt les équipes métiers, hein, pour le coup, pas trop les équipes cyber, hein. Les équipes métiers qui se sont posées la question, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contenu et qu'est-ce qu'on peut diffuser, ce qui leur a permis de remettre sur pied comme ça de la diffusion. Mais on le verra. Ça a un double tranchant, c'est que c'est uniquement des contenus enregistrés, etc. Donc forcément, la chaîne, elle peut pas vivre de ça. Donc ça veut dire qu'il faut très vite être capable de réalimenter tout ça. Et le double tranchant aussi, c'est que ça veut dire que, en fait, de l'instant même où ça a été remis en route, le réseau est de nouveau opérationnel. Dans toutes les actions qui s'en suivront, la chaîne ne peut pas se permettre à un quelconque moment de débrancher ça. Alors, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, hein, mais si, c'est un petit peu comme vous faites des travaux dans votre maison, hein, mais vous les faites de nuit. Et il faut de l'éclairage. Hein. Donc si c'est des travaux électriques, vous faites des travaux électriques de nuit, vous êtes bien embêté parce qu'il faut bien garder de l'éclairage. Et donc comment est-ce que je fais pour faire mes travaux sans couper le courant, parce que je peux pas en fait, hein, sinon j'arrive pas à me faire mes travaux. Là c'est un petit peu la même chose. Il y a des travaux à faire, des gros travaux, hein, bien sûr, mais il faut garder comme ça au moins la partie diffusion qui soit active en permanence. Ouais, c'est des défis très importants, mais c'est toutes les gestions d'incidents dans des contextes de production. Comme celui-là, tu as un bel exemple de production, mais ça peut être industriel et c'est les mêmes natures des défis. Là, on a l'impression que c'est pas si grave parce que c'est la télévision, mais c'est aussi grave qu'une entreprise industrielle qui doit arrêter sa production au complet, arrêter ses chaînes de production. Et donc, plus de revenus, mais en même temps, c'est la difficulté de repartir les chaînes de production peut être complexe. Ça peut avoir des conséquences dans le cas s'ils peuvent perdre leur capacité de diffuser. C'est grave parce que ça menace la vie de l'entreprise et ça devient nécessairement très, très, très critique, là. Tout à fait. Et c'est pour ça que une des premières phases, ça a été de comprendre quelle est la structure, quel est le réseau, etc. Comme je disais tout à l'heure, la réalité du terrain, la réalité de l'infrastructure et pas forcément la vision qu'en avaient les personnes responsables de cette infrastructure. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai souvent vu, hein, quand on fait en fait l'auditeur, quand il arrive, il fait une forme d'investigation, il fait une forme de rétro-ingénierie. C'est-à-dire que l'équivalent des sources, hein, ça va être le plan, on va lui fournir de l'infrastructure, mais lui, il a besoin d'une vue complète, d'une vue exhaustive. Il veut être sûr que ce qu'il a sous les yeux, ce soit bien. C'est-à-dire que quand il va rebrancher quelque chose, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un deuxième lien Internet, en fait, on prend énormément de risques si on n'est pas au courant. Et en rétro-ingénierie, c'est un petit peu pareil. Et c'est pour ça que souvent, ce qu'on dit, même quand on fait de la rétro-ingénierie, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon métier, de dire qu'à la fin, en fait, quand on a terminé la rétro-ingénierie, on a potentiellement une vue qui va être plus complète que le développeur lui-même. Alors, surtout sur des systèmes, hein. Sur un logiciel simple, non. J'ai un logiciel simple, le développeur, il connaît à peu près tout le logiciel, etc. Mais dès qu'on est sur du système, avec des parties prenantes, en fait, on va avoir, nous, une vue qui va être potentiellement quasi exhaustive. Et moi, ça m'arrivait dans des échanges avec des responsables de système, de leur dire, il y a ça qui fonctionne comme ça, il y a ça qui fonctionne comme ça, etc. Et on leur fait découvrir des choses parce que finalement, alors souvent c'est par exemple parce que c'est des choses qui vont être héritées d'autres développements d'avant, etc. Et du coup, c'est une vraie responsabilité pour celui qui intervient à ce moment-là d'expliquer et de dire, finalement, on a découvert telle et telle chose dont vous n'aviez pas forcément conscience. Et comment est-ce qu'on va prendre ça en compte dans nos missions futures? Alors,
quand on se fait du reverse engineering, ça peut être parce qu'on cherche à comprendre un logiciel, voir s'il y a des vulnérabilités dedans, etc. Là, dans le cas d'une réponse à incident, c'est comment est-ce qu'on fait pour acquérir la connaissance nécessaire, notamment du réseau, pour être capable de s'assurer qu'au moment où on va réparer, mettre en place, on a effectivement des choses, on a une vue complète. Et toujours pareil, hein, là où tout au long de l'intervention, il marchait complètement sur des œufs, c'est parce qu'il y a toujours en tête l'épée de Damoclès, hein, le risque que l'attaquant ait un moyen de revenir. Le moyen de revenir, ça peut être pas mal de choses, hein, ça peut être il y a un deuxième lien réseau, justement, qui va vers Internet. Ça peut être le lien vers les diffuseurs, aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être une bombe logique à l'intérieur, qui, je sais pas, hein, mais imaginons, moi je serais à la place d'un attaquant, je me dis, si jamais j'arrive pas à contacter mon développeur, mon centre de commande contrôle pendant plus de 48 heures, j'efface tout ce que je peux. Voilà. Et en fait, ça, comme on le disait tout à l'heure, hein, tous les projecteurs sont sur la chaîne et il faut absolument pas que ce genre de choses arrive. Et donc il y a cette épée de Damoclès en permanence qui invite, qui conduit vraiment à se dire comment est-ce que je mets en place ma réponse à incident pour être sûr que cette épée-là ne tombe pas, ne me tombe pas dessus. Et donc à chaque fois, il y a un côté, moi je vois ça presque comme de la preuve formelle. Un côté de se dire voilà, cet équipement-là, dans quel état il est? Est-ce qu'il existait pendant l'attaque? Est-ce qu'il n'existait pas? Est-ce que je l'ai réinstallé depuis? Est-ce que j'en ai la garantie? Voilà, je l'ai passé du côté, je sais pas, que j'appellerais par exemple rouge, qui est, je pense qu'il est potentiellement compromis, au côté bleu, c'est-à-dire je pense que maintenant il est sain. Comment est-ce que j'ai fait cette transition-là? Est-ce que c'est parce que je l'ai réinstallé? Est-ce que c'est parce que je l'ai scanné, etc. Pour garantir que s'il y a un truc à l'intérieur, et quand moi je décide qu'il est sain, je le rebranche sur mon système qui est sain, et à ce moment-là, j'ai la garantie de son bon fonctionnement finalement. Oui, il y a des défis importants puisque, comme tu le mentionnais, il y a les cartes des systèmes embarqués, donc la possibilité justement d'infecter les systèmes embarqués, qu'un Linux sur des cartes spécifiques, tous ces éléments-là se répercutent de différentes façons. Donc, il y a tellement de facettes à aborder. Là, tu disais reverse engineering, oui, parce que pour répondre à l'incident, il faut comprendre l'ensemble. Puis justement, pas remettre un problème. Là, tu parles de l'épée de Damoclès au sens point de vue image de TV5, mais en même temps, pour ceux qui y répondent, il faut qu'il y ait les attitudes puis qu'ils soient capables justement de circonscrire correctement le passage de rouge vers le bleu, tous ces éléments-là qui doivent être observés. C'est pas simple. Pour en avoir fait, c'est vraiment pas simple. C'est quoi le chemin qu'on utilise? Puis j'ai pas fait des choses aussi peut-être funky que peut l'être une station de télévision, mais quand même, il faut avoir des processus, il faut avoir des éléments qui nous amènent de l'autre côté et d'avoir l'exactitude, parce que j'ai déjà fait des réponses à incidents dans des infrastructures que je n'avais aucune visibilité à l'entrée, que j'avais juste qu'il y avait un problème qui était en train de grandir dans cet endroit-là, et ensuite de justement de prendre la connaissance. Et ça, c'est fascinant à quel point, quand on répond à l'incident, mais justement, puis j'aime beaucoup, tu dis oui, quand on fait du reverse, jamais on va arriver à une meilleure connaissance que les concepteurs. Invariablement, il y a tellement d'informations qui relèvent qu'on reçoit, mais ça, en même temps, c'est très lent, puis c'est volet très humain aussi. C'est très difficile, très compliqué de convaincre les gens de nous donner toute l'information pour arriver à une réponse la plus rapide possible. Et donc, un retour à la normale. C'est ça aussi la difficulté, c'est comment on passe d'un à l'autre et comment on remet en production une station de télévision. Là. Oui, et ça c'est important ce que tu dis. Et d'ailleurs, l'ANSSI le souligne à plusieurs reprises. Ce qui fait que et donc ça là il y a un message à passer à ceux à qui ça arrive, ce genre de choses. Une des choses qui fait que ça s'est plutôt bien passé, la réparation, c'est qu'il y a eu une totale coopération des équipes. C'est-à-dire que comme tu dis, hein, le responsable du système, il peut avoir sa vision, etc. Et puis il y a un côté humain, c'est-à-dire qu'il peut se dire mais zut, en fait on a branché un truc en parallèle l'autre jour, mais il faut surtout pas le dire, on va se faire allumer. Et alors ça, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Et parce que, il y a rien de pire que de le découvrir a posteriori. Et là, justement, ils ont été vraiment dans une démarche de coopération. Alors, je pense qu'ils ont bien compris l'enjeu aussi, ce qui fait que ça a permis ça a permis aux équipes d'avancer rapidement. Mais si on revient un peu sur l'incident en question, une des chances quand même pour TV5 Monde, qui a été une bonne surprise pour les auditeurs, c'est qu'il se trouve qu'il y avait une centralisation des logs.
c'est un tout petit truc, hein. C'est-à-dire que niveau maturité cyber, voilà, et donc c'est peut-être pas évident pour TV5 Monde à l'avouer, hein, quand on regarde niveau maturité cyber, c'était pas top, hein, voilà. C'était il y a quelques années quand même, hein. Maintenant c'est beaucoup mieux quand même. Forcément, mais c'était pas top, mais quand même. Et c'était peut-être pas uniquement pour des besoins cyber d'ailleurs, hein, ça je sais pas trop. Il y avait un serveur de centralisation de log. Et en fait, ce serveur-là, à lui seul, bah, ça a été une mine d'informations, parce que c'est ça, en fait, qui a permis de retracer énormément de choses. Notamment de retracer le chemin de l'attaquant, savoir par où est-ce qu'il était rentré, savoir quel compte il avait utilisé, comment est-ce qu'il avait fait ses évaluations de privilèges, comment est-ce qu'il était passé, etc. Jusqu'aux effets finaux. Et là, tu parlais justement des équipements, des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que l'attaquant, dans sa dernière phase, hein, qui a duré à peine quelques heures, il a par exemple effacé les micro-logiciels des grosses machines de télédiffusion, les gros machins dont on parlait tout à l'heure. Il a fait voilà, erase, effacer les confs, puis effacer les logiciels. Enfin, il a tout effacé, quoi. Et l'avantage, c'est que ça, ces commandes-là étaient loguées. Donc ça a permis de savoir ce qui s'était passé et aussi d'avoir une assez bonne confiance à ce moment-là, de se dire ok, bon, il a effacé, c'est qu'a priori il n'y a plus rien dessus. On va pas trouver de virus, etc. Mais bon, ça a vraiment posé problème, hein, parce que là on est dans l'entrave la plus complète, parce que évidemment le premier réflexe des utilisateurs quand ils ont vu que ça commençait à partir un peu dans tous les sens, c'est qu'ils ont redémarré les machines. La machine était encore fonctionnelle, elle a redémarré, elle n'avait plus le micro-logiciel, elle était plus fonctionnelle du tout. Elle est passée d'un état bancal à un état complètement arrêté, hein, et ça sur pas mal de machines quand même. Mais voilà, la chance vraiment, c'est qu'il y a eu cette partie journalisation, avec un serveur de journalisation qui était centralisé, qui a donné justement beaucoup d'informations. Ensuite, le deuxième enjeu, la suite de ça, hein, une fois qu'il y a eu cette première partie investigation, alors qui se fait, il y a une partie investigation, une partie rémédiation qui se font en parallèle l'une de l'autre, hein, évidemment, parce que comprendre l'ensemble de la chaîne d'attaque, c'est pas forcément nécessaire au tout début, mais c'est de plus en plus nécessaire que la rémédiation avance, parce que justement la chaîne d'attaque permet de savoir sur quelle machine l'attaquant avait le pied. Donc, quelles machines sont les plus critiques en termes de il faut chercher dedans s'il n'y a pas des bombes logiques, etc. Donc, le fait de connaître l'attaque permet d'aider à la rémédiation. Mais la rémédiation peut commencer aussi très très rapidement finalement. Et c'est ce qu'a aidé à faire l'ANSSI en créant une nouvelle infrastructure finalement. Ils ont vraiment lancé ça, c'est-à-dire que ils ont pris l'ancienne infrastructure, le système, la partie réseau, etc. Et ils ont un peu dupliqué ça, la partie vidéo, donc qui était en parallèle de celle qui s'exécutait quand même un peu en permanence pour pouvoir très vite. Donc ce qui a été fait en fait, c'est que au début, comme je disais, très vite, ils ont pu rejouer des émissions, des choses enregistrées, etc. Et après, assez rapidement, l'objectif ça a été à minima de pouvoir déposer sur ce même serveur des nouvelles vidéos, des nouvelles émissions, donc potentiellement pas forcément du direct, mais au moins pouvoir mettre à jour, faire des nouvelles. Dans ce cas, il suffit d'enregistrer le journal 1 heure avant, puis hop, on le transfère avec des clés USB, on le met, et puis alors c'est pas forcément des clés USB hein, quand on parle d'un journal télé en haute qualité, etc. Mais enfin voilà, il y a un deuxième mode dégradé finalement qui permet de réalimenter ça avant de râler vers la diffusion directe, etc. Diffusion directe d'ailleurs sur laquelle l'attaquant avait la main à un moment quand même. Ils ont été très vite sur les serveurs qui étaient au plateau, hein, donc sur le plateau du journal. Donc potentiellement, ils auraient pu faire des choses aussi assez catastrophiques à ce niveau-là. Mais ils sont plutôt allés dans la destruction hein, des systèmes. Donc création de cette nouvelle infrastructure, avec notamment la mise en place de SaaS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit nous aussi beaucoup, parce que pour le coup, c'est des choses sur lesquelles on participe régulièrement avec des partenaires. C'est on a un système qui est considéré comme verrouillé, hein, voilà, mais on va continuer à le faire vivre, malheureusement, il va falloir faire avec pendant un moment. Et puis on a un système qui est considéré comme sain, parce qu'on le reconstruit petit à petit, tout ça. Et c'est garantir à minima que quand on passe un fichier du premier vers le deuxième, il est sain. Ce qu'on a vu aussi nous, c'est par exemple avec des hôpitaux hein, où il y a un peu la même chose. Il y a le côté où en fait très vite les médecins ils arrivent, ils ont des clés USB, des dossiers patients, il y a des choses à faire. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer ça dans le réseau et donc là justement l'ANSSI, alors pas forcément directement l'ANSSI mais avec les équipes locales, on fait monter des salles dédiées avec des accès internet dédiés
avec, enfin voilà, avec un peu tout ce qu'il faut, avec des SaaS, etc., pour pouvoir permettre petit à petit une reprise d'activité, on va dire vaguement normale. On est, c'est pas, ça reste beaucoup de manuels, etc. Mais c'est une chose assez importante quand même, cette partie-là, parce que encore une fois, on sait, alors je crois qu'ils ont mis à peu près 2 mois, je crois, avant de remettre une infrastructure à peu près complète, enfin avant d'être vraiment sur l'infrastructure définitive, saine, etc. Mais pendant ces 2 mois-là, ça veut dire fonctionner en mode dégradé, donc toujours dès les premières heures finalement être capable de fournir des éléments qui permettent le travail. En plus de cette partie SaaS, il y a assez vite eu le principe d'une bulle temporaire. Donc là, on est vraiment sur une bulle réseau. Donc encore une fois, alors une fois que les routeurs sont validés, hein, évidemment, parce que comme l'attaquant avait la main sur les routeurs, on peut se dire, allez, on fait une bulle, on fait un VLAN dédié qui va être notre nouveau réseau propre. Il est évident que si l'attaquant revient et qu'il a la main sur le routeur, en fait, il a accès à tout. Mais donc, assez vite, c'est au départ, en fait, on est sur un truc qui est limite pas connecté à Internet, mais qui permet de travailler. Ensuite, c'est connecté à Internet, mais c'est pas du tout connecté au reste du réseau de diffusion, etc. Ensuite, on commence à faire des réseaux de plus en plus étendus, hein, finalement, jusqu'à avoir presque un moment où, et ça c'est dans la suite, hein, de la partie rémédiation, où finalement on a un mode dégradé qui est suffisamment correct pour travailler longtemps. Donc là, on peut se dire, on va attendre, non pas 2-3 jours, mais une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, pour travailler avec ce mode dégradé-là. Et en parallèle, on a l'ancien réseau. Alors là, une des grosses difficultés qu'il y avait, alors c'est quand même un petit réseau, hein, pour l'ANSSI, hein, ils le disent à plusieurs reprises. Ça reste un petit réseau, hein, celui qu'il y avait. Donc c'était quelques centaines de postes, 1 millier de comptes à peu près, des choses comme ça. Mais clairement, là, on rentre dans des domaines, au niveau de la gestion, administration, Active Directory, etc. Clairement, il y avait les bonnes pratiques en termes d'authentification, en termes de hiérarchie des droits, de liens entre les différents comptes, etc., étaient clairement pas à la hauteur de ce qu'il faut en cybersécurité. Et donc c'est ça aussi qui a fait que l'attaquant, une fois qu'il avait la première main, il allait très vite en élévation de privilèges. Et du coup, en fait, le moment critique dans une réponse à un incident comme celle-là, c'est le fait de remettre à plat toute cette partie Active Directory vers quelque chose de sain d'un point de vue non malveillant, hein, qui pas de malware à l'intérieur, mais aussi de sain d'un point de vue bonne pratique cyber. Et là, c'est intéressant aussi parce que l'ANSSI a aussi décrit cette opération-là, avec justement la bascule, hein, ce qu'on appelait la bascule de contrôleur de domaine, de dire à un instant T, on est sur l'ancien contrôleur de domaine avec ses comptes qui vont dans tous les sens et qui sont difficiles à gérer, et à l'instant T plus 1, on va être dans un nouveau contrôleur de domaine, donc qui est sain, dont on garantit qu'il est sain. Alors ça, en plus, c'est pas forcément évident, garantir qu'il est sain. Donc c'est passé par plusieurs copies successives, etc., dont on garantit qu'il est sain, et pour lequel les comptes sont beaucoup mieux architecturés, tout ça. Et là où c'était une première pour l'ANSSI TV5 Monde aussi, c'est que il se trouve que toujours pareil, ce fameux direct et cette diffusion était faite. Enfin, il y avait quelque part dans la chaîne des serveurs de diffusion qui utilisaient un partage Samba, ce qui veut dire authentification. Ce qui veut dire que le contrôleur de domaine, s'il tombe, il n'y a plus de diffusion. Donc cette fameuse bascule dont on pourrait dire c'est facile, hein, à un moment on débranche puis on branche, ou bien on fait 24 heures, allez on fait pendant le week-end, et pof, il y a personne dans les bureaux, on débranche tout, on branche petit à petit, hein, un peu encore une fois, hein, c'est vraiment l'exemple de je refais mon tableau électrique mais j'ai besoin d'éclairage, quoi. Où l'avion est en feu, il faut que j'éteigne l'avion, faut que j'éteigne le feu dans l'avion et je reconstruise les pièces brisées de l'avion pendant que l'avion continue à voler. Là. Exactement. Et je peux pas enlever une aile pour la remplacer. Non, il faut que je répare sur place. Et là, il y a un peu ça aussi. Il y a ce côté où en fait, c'est la première fois qu'ils jouaient ça, de faire une bascule de contrôleur de domaine avec quasiment pas d'interruption. Alors, il y a quand même eu 15 minutes d'interruption, apparemment, mais qui était planifiée, hein, qui était vraiment prévue. Mais ils ont réussi à faire. C'est un petit peu comme aussi quand on fait je faisais pas mal de choses avec des machines virtuelles. Quand on déplace une machine virtuelle d'un autre à un autre, on la déplace par le réseau et puis il y a un instant où pouf, elle change vraiment. Et c'est pareil, cette chose-là de se faire sans interruption. Là, c'est un petit peu pareil. On fait toutes les copies et puis à la fin, en gros, ils font les copies
de ce qui a changé pendant la première copie. Hein. Puis après, on regarde pendant qu'on a refait cette petite copie-là, est-ce qu'il y a encore des choses qui ont changé de manière incrémentale. Puis petit à petit, normalement, il y en a de moins en moins. Et à la fin, on est bien à un moment où c'est bon, on a exactement la même chose de côté. Et puis pof, on débranche d'un côté, on branche de l'autre. Ce qui leur a permis de le faire avec 15 minutes d'interruption, qui pour le coup était très planifié, etc. Donc j'imagine que même niveau diffusion, ils avaient une technique pour quand même diffuser des choses à ce moment-là, tout ça. Donc ils ont réussi à le faire. Et ça, c'est le début de la nouvelle vie, hein, pour l'entreprise. C'est ça y est, hein, on a un nouveau contrôleur de domaine, on a un nouveau début d'infrastructure. Et là, après, il y a la suite de reconstruction qui peut quand même être longue encore. Hein. J'imagine que tu sais aussi, hein, sur des réponses incidents. On a des réponses incidents où, moi, j'avais une personne comme ça qui nous interrogeait sur les SaaS et il me disait, moi, je vais avoir besoin de ça pendant plusieurs années. Parce que je sais que j'ai certains réseaux considérés comme compromis aujourd'hui. Je pense que dans 2 ans, j'aurai encore des éléments de ce réseau qui existeront. J'aurais pas fait ma bascule complète. Parce que, encore une fois, des contraintes de production, etc., etc. Alors là, dans le cas de TV5 Monde, comme on est quand même sur beaucoup d'IP, etc., comme tu disais tout à l'heure, hein, ils ont pu, dans la suite, hein, a priori quand même, j'imagine qu'aujourd'hui, ils n'ont plus ce reliquat de réseau compromis quand même, comme c'était il y a quelques années. Mais il y a toute cette phase de reconstruction post-événement, justement, une fois qu'on considère que ce nouveau système est sain et opérationnel, il faut quand même réinitialiser tous les secrets, toutes les PKI dans toutes les chaînes de certification, etc. Enfin, voilà, faut tout relancer, hein, à ce moment-là, parce que l'attaquant, il a eu accès à tout. Hein. Il y a un instant T où l'attaquant, il avait accès potentiellement à des certificats privés, donc ça se trouve, il pouvait signer des choses au nom de l'entreprise. Enfin, voilà, il y a un moment, il y a une compromission totale, et donc c'est des choses qui, dans un système en plus, doivent rester actives parce que tous ces certificats, etc., servent aux authentifications, tout ça. Et donc, comme on l'a vu, le réseau avait besoin de rester actif. Mais il y a un moment, il faut quand même décider de tout casser, hein, de tout stopper, de tout renouveler et faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc là, il cite aussi quelques petites découvertes, hein, des mots de passe qui étaient trop longs, par exemple, parce que voilà, il y avait des nouvelles politiques de mots de passe qui ont été imposées, évidemment. Et en fait, il y a certains applicatifs qui n'acceptaient pas des mots de passe de longueur trop longue. Et donc du coup blocage, etc. Enfin voilà, plein de choses qu'on découvre, hein, là-dedans. Et là c'est aussi là où on rentre dans l'aspect humain, hein, on n'a pas du tout parlé jusque là, enfin très peu, parce que pour les humains qui ont vécu ça, c'était un vrai traumatisme, hein, pour les journalistes. C'est-à-dire que sur le moment, se retrouver comme ça, plus avoir de diffusion, plus avoir de métier, hein, finalement, ça a été très difficile. Il y a des personnes qui étaient en congé qui sont revenues. Pendant tout le temps qui a suivi, il y a une grosse peur que ça recommence, etc. Et par exemple, au moment de ces fameuses bascules, un changement de politique de mot de passe et tout ça, il y a plein de gens qui d'un coup, en se connectant le matin, on leur a demandé de changer leur mot de passe. Et là, en fait, ils se sont dit, ça y est, ça recommence. Ça y est, on s'est fait réattaquer. Est-ce que c'est légitime qu'on me demande mon mot de passe, etc. Et là, on est dans le psychologique. C'est voilà, les utilisateurs à ce moment-là, ils ont peur, ils ont vécu quelque chose. Ça a été très impactant pour eux. Et ils se retrouvent avec une nouvelle action. Et ça, c'est pas forcément anticipé. C'est-à-dire que nous, de notre côté, en fait, on se dit, on va lancer un mail à tout le monde et leur dire de réinitialiser les mots de passe. Sauf qu'on parle à des gens qui viennent de vivre un traumatisme, qui sont peut-être très stressés, qui sur le moment vont mettre en doute potentiellement. On va dire, est-ce que c'est un mail légitime de la DSI qui me dit de changer mon mot de passe, ou est-ce que c'est l'attaquant qui revient, etc. Et là, on est dans la communication. Là, on est clairement dans le psychologique avec ses utilisateurs. Énormément. Puis, en plus, ce qui est difficile, puis dans ce cas spécifique-là, il y a eu une réarchitecture à la volée, ce qui est très difficile. Puis, je pense que je trouve que tu n'as pas mis assez d'emphase dessus parce qu'ils ont reconstruit les systèmes, mais avec des meilleurs principes. Donc, d'ailleurs, là, il y a des changements qui touchent les utilisateurs, dont les longueurs des mots de passe sont plus les mêmes, dont certains fonctionnements de système ne sont plus les mêmes. Donc, il y a énormément d'éléments comme ça qui font que au-delà, c'est ça, tu dis, là, il y a la mise en doute. Ils sont bousculés dans leur travail, sont bousculés dans leur façon de travailler. Ils savent plus à quoi se référer comme étant une source de vérité, parce qu'en plus, eux autres sont dans un contexte de médias, donc dans un contexte de médias, normalement, ils contrôlent le message. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui pouvait contrôler le message à leur place. Tout ça vient créer énormément de confusion chez ces personnes-là, qui est très difficile en aussi peu de temps à réussir à véhiculer un message complet et justement rassurant aussi. Là. Oui, et puis
Après, ils ont eu la chance d'être très bien accompagnés, bien sûr, d'avoir quelque part la crème de la crème avec l'ANSSI, hein, parce que et effectivement, je sais que c'est un sujet dont on a déjà discuté tous les deux. Le moment de la réponse à incident, on peut être en droit de se poser la question, est-ce que c'est le meilleur moment pour faire des adaptations, justement, pour mettre des bonnes pratiques, etc. Parce que clairement, on va être dans l'affect, dans le on s'est fait attaquer de telle manière, donc il faut absolument éviter ça, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est pas de se protéger de l'attaque qu'on vient de subir, parce que en faisant ça, si on ne se protège que de celle-là, ça se trouve en fait, on va complètement ouvrir la porte par ailleurs. Le besoin, c'est d'avoir des bonnes pratiques d'une manière générale, et je pense que ça, c'est aussi hyper important, parce que là, on est dans la gestion de crise. On est avec une entreprise qui s'est fait attaquer, qui vit un peu difficilement et qui veut dire mais je veux absolument plus jamais me faire attaquer. Et là, je pense qu'il y a un vrai dialogue entre les équipes de réponse à incident qui interviennent et les équipes IT qui veulent pas non plus dépenser des millions derrière. Hein. Faut dire ce qui est, hein, quand même, pour dire bah voilà. Ok, vous vous êtes fait attaquer. Ok, c'était de telle manière. Maintenant, on regarde. Enfin, par exemple, l'Active Directory, hein, c'est un bon exemple. On regarde tout votre Active Directory. On voit qu'il y a des comptes, il y a des administrateurs qui utilisent un seul compte pour être administrateur de domaine d'un côté et puis pour lire le mail de l'autre, etc. Quelles pratiques on met en place? Qu'est-ce qu'on modifie pour s'assurer que non seulement ça n'arrive pas, mais aussi pour être quelque part à l'état de l'art de ce qui va vous protéger par la suite. Oui, puis ça bouscule les humains, autant les administrateurs TI qui, dans certains cas, ça fait des années qu'ils fonctionnent d'une façon. On leur impose en plein milieu d'une crise, ils sont déjà en stress parce qu'un, ça doivent être épuisés parce qu'ils sont des contributeurs très importants à la gestion de crise, à la documentation de donc stress énorme, fatigue énorme. On va dire, ben là, t'as un compte, ben là, tu vas en avoir 5 à l'avenir parce que ça va changer, parce qu'on veut régler des éléments d'état de l'art. Ça réagit pas super bien en général. Il faut énormément d'accompagnement. Pour l'avoir vécu à certains endroits, on est arrivé comme des pompiers, puis un peu comme l'ANSSI a fait, où on a déployé, dans ce cas-ci peut-être plus massivement, mais différents systèmes pour régler le problème, ce qui venait changer toutes les habitudes des équipes TI sur place, parce qu'on a dû reprendre la main. Les humains ont été énormément bousculés. Les humains qui étaient les gens TI, entre autres, énormément bousculés aussi. Puis c'est de eux qu'on a besoin d'une énorme collaboration. On doit les bousculer parce que le feu est pris, donc on doit agir rapidement. Dans ce cas-ci, là, je vois que dans le cas de TV5 Monde, c'est quand même pas si pire au niveau des changements d'habitude, mais il y a des changements d'architecture directement, genre l'ont des mots de passe, utiliser plusieurs comptes, et il va en avoir à terme ne plus brancher le compte Samba sur l'Active Directory pour de la production, par exemple, qui sont à mon sens, je regarde ça, mais les autres, ils ont dû l'apprendre à chaud que c'était un mauvais plan parce que ça leur met un lien de dépendance entre deux infrastructures qui devraient être essentiellement séparées, mais que par vitesse de choses, c'est plus facile de le faire comme ça. Puis, ces réseaux-là grandissent de façon organique, donc ça s'additionne sans réflexion de l'ensemble. C'est que ça aussi, se refaire remettre en question. Tu le mentionnais aussi, il y a peut-être des fois ils sont gênés de certaines choses qu'ils ont fait rapidement la veille ou ont fait comme ça. C'est pas dans les règles de l'art, donc ils exposent leurs raccourcis qu'ils ont pris pour arriver à des situations de production. Ça aussi, les gens ont énormément de misère à vivre ou à exposer ce genre de choses-là. Un peu comme le Dr House dit, pour ceux qui ont écouté un peu, ben, tout le monde ment. Ben, c'est un peu dans cette perspective-là. Tout le monde est un peu gêné de certains composants, puis il faut réussir comme équipe d'intervention de les mettre en confiance pour qu'ils nous donnent l'information. Puis limiter le traumatisme aussi pour l'ensemble des humains qui sont présents, puis d'avoir une communication ouverte, bienveillante aussi, c'est très important. Je connais plusieurs personnes en intervention en crise qui eux-mêmes vont tomber en crise, donc on est dans un problème de communication qui est amplifié. Là. Oui, puis il y a deux choses à ça. Enfin, moi, je serais curieux de savoir justement, c'est intéressant. Enfin, je réfléchissais là en même temps que tu parlais. Je serais curieux d'avoir un deuxième rétex. Plusieurs années après, justement, est-ce que toutes ces bonnes pratiques sont restées en place enfin, voilà, est-ce que dans tout ce qui a été mis en place, ça correspondait bien, etc. Je pense que ce serait intéressant d'avoir ce rétex-là. Si je sais pas s'il y a des gens de l'ANSSI qui m'écoutent ou de TV5 Monde qui nous écoutent, ce serait intéressant de voir justement parce que pour le coup je doute pas de l'ANSSI justement des compétences de l'ANSSI,
là-dessus, d'avoir accompagné de manière correcte et d'avoir réussi à trouver, parce que forcément, il y a des compromis à un moment. Voilà, tu parlais du partage Samba. Alors voilà, je sais pas comment le serveur de diffusion fonctionne, mais si ça se trouve, en fait, c'est obligatoire. Ça se trouve, le truc est pensé comme ça, il est fait comme ça par le concepteur, et en fait, il n'y a pas le choix. Donc comment, à partir de là, est-ce que on est capable de permettre ça? Et le deuxième sujet, c'est aussi, enfin, c'est un peu ce que tu disais, c'est on arrive nous, pompiers, etc. Euh, on disait en plus tout à l'heure que potentiellement assez vite on peut, sur certains aspects, hein, évidemment, enfin, je veux dire, on n'est pas des dieux ou quoi, hein, mais sur certains aspects, on va avoir une meilleure connaissance que les responsables du système, parce qu'on va regarder des choses spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'on va savoir diffuser un flux compressé de tel type et encoder machin milieu en broadcast, je sais pas quoi. Non, par contre, on saura que ça passe par tel et tel compte utilisateur, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, l'auditeur potentiellement, il peut avoir une position de presque de force, hein, j'ai envie de dire, par rapport à, alors c'est pas l'audité, hein, pour le coup, parce que là il est secouru, hein. Mais du coup ça peut être très bloquant d'un point de vue psychologique pour celui à qui on vient. Si on lui donne l'impression qu'on lui explique son métier, je pense que c'est assez vite contre-productif, même si dans certains cas, oui, mais en même temps, lui, il n'avait pas le choix. Il a peut-être hérité de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont il a hérité qu'il savait même pas. Ça, c'est très souvent ça aussi, hein, dans un système d'information. Celui qui arrive, en fait, il hérite de tout le système, il hérite d'une documentation, et tout ce qui est dans le système mais qui est pas dans la documentation, il hérite aussi, hein. Et donc potentiellement, il sait pas que ça existe. Et du coup, ça peut être assez difficile, effectivement, d'avoir ce comportement bienveillant. Bienveillant en permanence, parce que c'est ça qui fait que ça va tenir dans la durée aussi, hein, justement. Et c'est pour ça que je serais assez curieux d'avoir la suite de l'histoire. Alors là, la présentation qui avait été faite, hein, c'était 1 ou 2 ans à peu près après l'événement. Donc j'imagine qu'ils devaient commencer, à mon avis, à avoir ce rétexte-là. Mais à ma connaissance, ils n'avaient pas communiqué dessus. Donc probablement que ça veut dire qu'ils étaient bien restés dans les bonnes pratiques. En même temps, c'est toujours pareil, hein, c'est pas évident, hein, je me mets à la place de TV5 Monde, ils n'allaient pas rappeler Nancy en disant 2 ans plus tard, finalement on a tout cassé et on a remis un compte commun à tout le monde parce que sinon c'est trop compliqué. Mais voilà, mais c'est vrai que ça pourrait être, je sais pas, enfin voilà, s'il y a des auditeurs qui auraient des informations partageables, évidemment, hein, ne faites pas de partage d'informations si vous n'êtes pas loin, sur quelle est la situation quelques années plus tard, et d'ailleurs peut-être aussi chez d'autres personnes qui ont subi des attaques, hein, et qui ont subi comme ça des restructurations où on met toutes les bonnes pratiques. Est-ce que quelques années plus tard, ces choses-là sont toujours en place? Après, ouais. Oui, ça serait très intéressant. De mon expérience, je suis pas nécessairement dans le positivisme sur ce côté-là. Pour avoir vu un certain nombre de choses, certaines pratiques reviennent à ce que c'était, ça, de mon expérience, où le quotidien reprend place, ou encore l'autre chose, c'est que l'équipe de gestion qui normalement reste en place a eu tellement peur que c'est cet élément spécifique-là qui est gardé focus, et que on ne défera pas un nouveau système qui a été mis en place, même s'il ne fait aucun sens pour l'organisation puis n'apporte aucune valeur de sécurité. Donc, il y a plusieurs axes, mais j'aimerais ça dans le cas spécifique parce que là, il y a eu vraiment un effort très, très important pour un rétexte comme celui-là. La suite aussi pourrait être très pertinente, justement, pour nous guider à aider la permanence de ces changements-là, de ces améliorations-là. Oui, effectivement. Enfin, et là, clairement, il y a le côté humain, hein, qui rentre en compte. Pour terminer, quelque part, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure qui me semble assez important. C'est le côté de l'environnement très spécifique. Le monde de la télédiffusion, c'est clairement un environnement très spécifique. Mais il faut aussi savoir se dire que tous les environnements finalement sont très spécifiques. Je veux dire, si on tombe dans un cabinet comptable, ça va être spécifique parce qu'il va avoir des bases de données comptables, il va avoir peut-être des immenses Excel partagés entre plusieurs utilisateurs, etc. Si on va dans le mobile, ça va être la même chose. Dans la construction, ça va être pareil parce qu'on va avoir potentiellement des choses qui sont embarquées dans des camions, dans des ponts, je ne sais quoi, etc. Donc
c'est aussi, je pense, à nous de rester humbles là-dessus. On est peut-être, on connaît peut-être bien notre monde de la cybersécurité, mais faut pas oublier que, à mon avis, chaque environnement est spécifique finalement, et chaque entreprise va vivre avec ses contraintes. On va en avoir qui vont dire, moi, je fais tout dans le cloud parce que c'est plus simple, j'ai des ressources quasiment illimitées, etc. D'autres qui vont nous dire, qui font quasiment le même métier, mais qui diront non parce que moi, ma priorité, c'est ma propriété intellectuelle, et donc je peux pas me permettre de la mettre dans le cloud. Et donc on peut se retrouver avec deux acteurs qui font quasiment la même chose. Un va être complètement cloud, l'autre 0% cloud, alors que en fait les deux font, limite pourraient échanger, que ce serait pareil. Donc je pense que ça c'est aussi important de garder cet état d'esprit, comme quoi chaque environnement a ses spécificités, et c'est à nous aussi de comprendre, de comprendre les besoins, etc. S'il y avait quand même quelque chose de vraiment spécifique côté TV5 Monde, qu'on n'a pas évoqué jusque-là, et que justement l'ANSSI a relaté, c'est que c'est un monde de journalistes. Et le monde des journalistes, ils ont beau être attaqués assez vite, la nature reprend le dessus et ça reste des journalistes. Et là, je félicite encore une fois les gens qui sont intervenus, parce que ils se sont retrouvés, c'était un peu le loup au milieu de la bergerie. C'est plutôt je dirais plutôt c'est le mouton au milieu de la meute de loups, parce que ils étaient devenus le scoop en fait. L'équipe de réponse à incident devenait le scoop de TV5 Monde, et finalement, l'information, c'est quand même le métier de TV5 Monde, et ils expliquent qu'ils ont eu un certain nombre de situations où ils ont dû se cacher sous les tables, etc. Ils ont dû cacher les fenêtres, masquer les fenêtres des salles de réunion, parce que sinon il y a des journalistes qui essaient de filmer au travers des vitres, tout ça. Et donc là, je félicite vraiment, parce que je pense que l'ANSSI, c'est pas non plus, pareil, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux pour le coup. C'est pas forcément les plus grands communicants, etc. Les experts, c'est des gens dont le métier avant tout c'est la cyber, et se retrouver comme ça, presque du jour au lendemain, limite, non, en fait, sur un plateau télé, c'est un peu ça qu'on leur a demandé. Je trouve que c'est pas rien, et encore une fois, on l'a dit au début, et je pense que on peut le redire ici. Tout ce dont on a pu parler ici, c'est grâce à une communication de l'ANSSI qui a été faite il y a quelques années en conférence au STIC, et donc on les remercie vraiment, parce que je pense que nous, l'écosystème cyber, ça nous aide vraiment à progresser. Bon, merci aussi TV5 Monde qui a autorisé ça, bien sûr, mais moi j'ai vraiment envie de remercier et de féliciter les équipes, parce que je pense que ça n'a pas été trivial quand même à gérer comme situation, comme réponse à incident. Pour le coup, je pense qu'ils s'en souviendront. À mon avis, ceux qui sont intervenus sur l'incident de TV5 Monde, je pense qu'ils ont des souvenirs pour quelques années là. Oui, c'est ça, cette particularité-là, cet avantage-là de marquer très fortement la mémoire des gens qui y ont participé. Donc oui, mais tout ça, c'est un très beau partage. Justement, on en a profité justement de le décortiquer sur un angle différent pour amener des informations complémentaires par rapport à ça. C'est très intéressant. Il y a des humains, il y a des machines. Merci énormément de cette contribution. On va sûrement revenir sur d'autres sujets. Mais celui-ci, on va clore sur celui-ci. Merci beaucoup à toi. Merci pour cet échange. Je trouve qu'en plus ce troisième volet quelque part où on a presque parlé autant d'humains que de cybersécurité, je trouve que c'était intéressant. Je sais que c'est aussi un sujet que tu connais bien, et donc merci pour la discussion.